à ce département qui relève donc de la primature, c'est le soutien au processus électoral. Monsieur le ministre, une particularité qui fait la spécificité de votre département, quelle lecture devons-nous faire du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du processus électoral? Que faites-vous concrètement? Merci madame. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour m'avoir reçu sur votre plateau. Et je profite de cette occasion pour saluer tous les collaborateurs qui sont là, l'ensemble des services techniques, les directeurs des services centraux, réitérer notre confiance et celle du Premier ministre et du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation pour encourager davantage à soutenir les actions du gouvernement. Bien, nous sommes chargés des réformes politiques de façon générale et du soutien au processus électoral, comme vous l'avez dit. Et en étant ministre délégué auprès du Premier ministre, qui est à la fois ministre de l'administration territoriale, il faudrait comprendre que l'ancrage des aspects électoraux fait partie du souci de cohérence de l'action gouvernementale. Donc le fait de confier le suivi du processus électoral au ministre délégué auprès du Premier ministre qui est à la fois ministre de l'administration territoriale, ça ne fait que rassurer sur la cohérence des actions qui peuvent être menées dans le cadre du processus électoral. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avons un organe indépendant chargé de l'organisation des élections et du référendum, donc qui a la responsabilité de ces opérations. Et dans ce cadre-là, les relations du gouvernement sont assurées par le ministre chargé du suivi du processus électoral. Le soutien au processus électoral passe par quel acte concret? Soutien au processus électoral, vous savez que le processus électoral c'est un ensemble. Et même si on confie l'organisation matérielle et technique des élections à un organe indépendant qui est aujourd'hui l'autorité indépendante de gestion des élections, il reste que toutes les procédures qui doivent être élaborées relèvent quand même du gouvernement. Il y a des actes pour convoquer le collège électoral, il faut prendre des actes. Pour décider même de quelle période faire les élections, il y a une décision qui se prend au niveau du gouvernement. Donc il y a un ensemble de mesures, de procédures qui doivent être conduites et il faut avoir dans le gouvernement un porteur de ces questions. D'accord. Nous allons donc vérifier en image ce que le département a pu mettre en œuvre en matière de réforme politique et de soutien au processus électoral. Parmi les missions confiées à ce département, il y a la création de conditions pour l'organisation d'élections transparentes telles consignées dans la lettre de cadrage adressée au gouvernement par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Dans ce cadre, plusieurs réformes ont été initiées. Le bilan des 6 mois du département, c'est avec Mamari Koné. Suivons et puis nous revenons sur ce plateau. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation de 2021 et dans le cadre de l'exécution des orientations données au gouvernement par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, plusieurs réformes ont été menées. Dans la lettre de cadrage, le président de la transition a assigné au gouvernement une mission précise par des orientations fondamentales, notamment au 8e axe, à savoir la création de conditions pour des élections transparentes et apaisées. Nommé au poste de ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et de l'appui au processus électoral, Mamani Nassiré s'est mise à la tâche. Sa présence aux côtés du chef du gouvernement lors de sa visite à l'autorité indépendante de gestion des élections EJ, à la rencontre avec les partis politiques s'inscrit dans ce cadre. Quelques semaines après, sont organisées des concertations au niveau des régions et du district de Bamako sur les recommandations des Assises nationales de la refondation en relation avec les partis politiques. La phase nationale de ces consultations s'est tenue à Bamako les 28 et 29 avril 2025 autour de 3 recommandations. La réduction du nombre des partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. La relecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut du chef de file de l'opposition et enfin l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat.
À l'issue de 2 jours d'échange, les participants ont formulé une batterie de recommandations. La dissolution des partis politiques et leur réorganisation, la suppression du financement public des partis politiques, l'audit du financement des partis politiques, la suppression du statut du chef de file de l'opposition politique à travers l'abrogation de la loi de 2015, la révision de la charte de la transition en instituant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans à partir de 2025 renouvelable, à l'instar de ses pairs de l'AES, et enfin le durcissement des conditions de création des partis politiques. Suite à ces recommandations, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant abrogation de la charte des partis politiques. Après l'adoption du projet de loi par le CNT, la loi a été promulguée par le président de la transition. Dans la foulée, les activités des partis et associations politiques sont suspendues par un décret présidentiel. Et c'est le 13 mai que le décret portant dissolution des partis politiques et des associations à caractère politique est signé par le général d'armée Assimi Goïta. Une campagne d'information est alors menée par le ministre délégué qui anime un point de presse à la primature pour expliquer toutes ces décisions. Le ministre Mamani Nassiri a annoncé l'adoption future d'une nouvelle loi relative à la charte des partis, une charte qui prendra en compte les recommandations des assises nationales de la refondation. L'extension du délai de révision des listes électorales a permis de faire face à des ajustements liés à la réorganisation territoriale, notamment le redécoupage de certaines zones de vote. Après la promulgation de la Constitution le 22 juillet 2023, il faut noter l'adoption de plusieurs textes réglementaires sur les autorités et légitimités traditionnelles. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême, le Code minier et le contenu local, la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics, le système intégré de gestion des ressources humaines, la militarisation de la police, entre autres. Voilà, Monsieur le ministre, un reportage qui fait le point des réformes de votre département sur 6 mois. La plus récente des réformes, c'est la révision de la charte de la transition. Est-ce qu'on peut savoir les raisons qui ont motivé d'abord la révision de la charte de la transition? Oui, les raisons sont des raisons très objectives. D'abord, la charte méritait d'être révisée depuis un certain temps parce que vous savez qu'il y a eu des changements majeurs qui sont intervenus qui font que la charte n'était plus conforme à l'actualité. Et il fallait, avec le départ du Mali de la CEDEAO, le départ des forces qui étaient là, et également la création de l'AES, récemment la dissolution des partis politiques, et il était évident qu'un certain nombre d'acteurs qui sont dans la charte n'ont plus le droit de citer. Et par conséquent, il fallait corriger ces situations-là et expurger de la charte tous les aspects qui n'ont pas lieu d'être là. C'est la raison pour laquelle, sur le plan purement juridique et objectif, il était nécessaire de réviser la charte. Mais la révision de la charte a été également une demande forte des Maliens. Depuis le dialogue intermalien, vous savez, il est question de revoir la charte pour donner plus de moyens aux autorités de la transition de poursuivre leur mission afin de parvenir à la pacification du pays. Et dans ce cadre-là, récemment, lorsque nous avons organisé les assises de consultation du peuple pour la question des partis politiques, la révision de la charte est encore revenue pour rappeler que nous sommes dans un cadre confédéral avec le Niger et le Burkina Faso qui ont réglé la question de la durée de la transition. Chez nous, la durée de la transition avait été fixée par un décret pour 2 ans et depuis un certain temps, il n'y a pas de visibilité sur la question. Il fallait régler cette question-là et donc la révision de la charte intervient pour d'abord fixer la durée de la transition conformément aux recommandations qui ont été faites et également régler un certain nombre de questions liées aux conditions d'éligibilité. Par exemple, il était dit que les autorités, le président ne pouvait pas être candidat aux élections de sortie de la transition. Ces questions ont été réglées par la révision. Également les membres du gouvernement. Alors les gens se demandent
Sur quoi cette charte est basée? Baladji a une question là-dessus. En fait, monsieur le ministre, est-ce que la charte en tant que telle a des principes? La charte est un acte complémentaire. C'est un texte à valeur constitutionnelle qui est venu par la force des circonstances. Vous savez que la gestion d'un État, normalement, c'est la Constitution. Et puisqu'il y a eu les événements que nous avons connus ici, sont intervenus, il y a d'autres acteurs qui sont venus pour gérer les affaires publiques. Et avec la Constitution qui est en vigueur, il n'était pas possible, puisque ces acteurs nouveaux n'avaient pas leur nom dans la Constitution. Il fallait trouver un texte qui puisse faire la cohérence afin que ces acteurs-là puissent gérer l'État conformément aux dispositions de la Constitution. Donc il y a une substitution des responsabilités qui fait que les chefs de la transition exercent les pouvoirs du président de la République et le gouvernement, etc. Donc la charte était un texte indispensable pour que les autorités de la transition puissent agir. Okay. Alors, dans la charte révisée, il y a 3 points essentiels, dont le mandat de 5 ans renouvelable qui est désormais octroyé au président de la transition, qui devient président de la République. Dites-nous, expliquez-nous comment c'est fondé. La question, c'est surtout la durée. La durée des 5 ans qui est accordée, comme vous le savez, le président de la transition a déjà prêté serment. Lorsqu'il y a eu la rectification de la transition, le président était vice-président. Et donc, on a réglé cette question pour le faire prêter serment en tant que président de la transition. Donc, cette question est réglée une fois pour toutes. Aujourd'hui, le problème qui est là, c'est la durée. Comme je vous l'ai dit, il y avait deux ans, on a dépassé ça. Maintenant, les recommandations ont dit qu'il faut accorder 5 ans à l'instar des pays de l'AES, parce que nous sommes dans cet espace-là et on a les mêmes visions, les mêmes préoccupations et les mêmes aspirations à la souveraineté et à l'indépendance de nos États pour nous débarrasser également de toutes les attaques que nous avons aujourd'hui sur le plan de la déstabilisation internationale. Donc, il fallait, à l'instar de ces États, fixer une durée qui a été fixée à 5 ans. Voilà, les 5 ans, c'est pour donner le temps de pacifier le pays et ces 5 ans peuvent être renouvelés et la révision précise très bien que lorsque les circonstances permettent d'aller plus vite, il ne serait pas nécessaire de faire tout ce temps. Si les conditions de l'organisation d'élections transparentes se présentaient de façon raisonnable, c'est-à-dire qu'on est parvenu à pacifier le pays comme on le souhaite, et pour aller aux élections, il ne serait pas nécessaire de faire les prorogations. Voilà. Donc pas question de parler d'élections pour le moment? Non, c'est le fait même de fixer les 5 ans pour dire que la priorité c'est la pacification du pays, ça veut dire que les élections ne sont plus une priorité aujourd'hui. La priorité aujourd'hui c'est la pacification du pays. Voilà, vous voyez les attaques qui se multiplient. Vous voyez, quand on voit tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a l'orchestration d'une déstabilisation. C'est-à-dire que c'est fait de façon délibérée pour nous empêcher de respirer. Et il faut faire face à ça. Un État qui fait face à des adversités de cette nature ne peut pas avoir d'autres préoccupations, d'autres priorités que de se défendre d'abord, défendre les intérêts de ces populations, assurer la sécurité des personnes et des biens pour faire face à la suite aux autres questions. Les 5 ans en question sont renouvelables combien de fois? Le texte qui a été adopté, on dit renouvelable autant que nécessaire. Okay. Toutefois, lorsque les conditions sont réunies, ce ne serait pas la peine de nécessaire. Vous comprenez très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les 5 ans, il peut arriver qu'au cours des 5 ans, qu'on soit satisfait de la situation. Ce n'est pas exclu. Mais on se donne également les garanties. Vous savez que dans la constitution actuelle, pour un président élu, le mandat est renouvelable une fois. N'est-ce pas? Après, vous ne pouvez plus. Bien sûr. Mais la charte dit que vous pouvez renouveler autant de fois que nécessaire
jusqu'à la pacification du pays. D'accord. Donc c'est pour se donner les garanties de faire face à la situation. Vous savez qu'on est attaqué de toutes parts tous les jours, de façon délibérée. On met la presse internationale à contribution, on ne s'en cache même plus. D'accord. Monsieur le ministre, va-t-on vers un nouveau modèle de gouvernance basé sur nos valeurs ancestrales? Oui, nouveau modèle de gouvernance, je pense que la Constitution, là, peut-être si ce n'est pas pour anticiper, et nous avons déjà une Constitution qui nous engage dans cette voie. Un nouveau modèle de gouvernance, c'est-à-dire nous puisons désormais toutes nos aspirations dans nos valeurs de société, nos valeurs d'antan, à travers les histoires de nos empires et royaumes, à travers les expériences de gouvernance que nous avons connues. Je ne pense pas que nous ayons aujourd'hui besoin de prendre des leçons avec l'Occident. Lorsque on sait comment nos empires et royaumes ont été gouvernés par des gens qui n'avaient pas de parti politique, par exemple. Alors, si je prends un exemple, l'Empire Peul du Massina, qui est un exemple des plus récents, mais c'est le prototype même de l'État moderne. Vous avez toutes les institutions, les assemblées, les gouverneurs, les trésors publics, vous avez tout. Et souvent, nous citons également la charte de Mandé. Je crois que même en Occident aujourd'hui, c'est la référence. C'est qu'on a tellement de valeurs ici que la colonisation a été un malheur pour nous de nous détourner des valeurs que nous avions. On n'a rien à apprendre de ces gens-là aujourd'hui. Il faut donc retourner aux sources et bien sûr en tenant compte des aspects de modernité et pour voir ce qu'on peut construire de meilleur pour nos nations. Donc c'est une combinaison de modernité et de retour aux sources. Tout à fait. D'accord. Alors une autre question d'actualité, ça c'est la dissolution des partis politiques. Il n'y a plus de partis politiques au Mali, en tout cas il n'y a pas d'activité de partis politiques. Un décret présidentiel qui a donc mis fin à l'activité des partis politiques. Monsieur le ministre, pourquoi les partis politiques ont été dissous par le Mali? Bon, les partis ont été dissous par leurs faits, leur propre faute, je peux dire. Parce que c'est un débat, il n'y a pas de secret. Nous étions dans la logique, conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation, de faire la relecture de la charte des partis politiques. Vous savez que ce qui avait été demandé, c'était, il y avait 3 points. Il y avait mettre fin au nomadisme politique et réduire le nombre des partis. Ces 3 points avaient fait l'objet de consultations des partis politiques eux-mêmes. On n'avait pas eu satisfaction, ce qui nous a conduit à tout ce que vous avez vu, jusqu'à la tenue des concertations et finalement les recommandations qui font que pour trouver la solution, vraiment qui est la réduction du nombre des partis, il fallait passer par la dissolution. Donc les partis politiques n'ont pas joué le jeu et nous, le gouvernement, on avait la volonté de construire quelque chose de façon consensuelle. Et puisque ce consensus ne se voyait pas dans l'arène politique, il fallait faire appel aux forces vives de la nation qui ont tranché. Et donc pour nous, cette question des partis politiques est aujourd'hui derrière nous, parce que la décision a été prise, les partis sont dissous. Et la mesure qui abroge la charte des partis a déjà lancé le chantier de la nouvelle loi que nous sommes en train d'élaborer, en tenant compte des recommandations qui ont été faites par les forces vives de la nation, à savoir que les conditions restrictives de création des partis politiques. Monsieur le ministre, dans l'avenir, est-il possible que des partis soient créés et si oui, dans quelles conditions? Les partis vont être créés dans les conditions que cette loi-là va fixer. La loi que nous sommes en train d'élaborer. Parce que cette loi-là, elle est prévue à l'article 39 de la Constitution. N'est-ce pas? Si vous voyez qu'il y a une charte des partis, c'est parce que la Constitution l'a prévue. Et ce n'est pas la première fois qu'on a une charte des partis politiques. Et le multipartisme a été consacré comme une des valeurs qu'on ne remet pas en cause.
tant que la constitution actuelle est en vigueur. Si vous prenez même le préambule, on parle de pluralisme politique. Hein? Donc, le fait que pour un temps, il n'y ait pas de partis politiques, ça ne porte pas atteinte au multipartisme, ça ne porte pas atteinte à la démocratie. La preuve, il y a des pays où les changements de pouvoir interviennent de façon ordinaire. Hein? Et vous savez que dans ces pays-là, dès que les changements de pouvoir interviennent, on dissout, on suspend la Constitution. Si vous suspendez la Constitution, les partis n'existent plus. Et ce n'est pas la première fois que dans notre pays, on arrive à la suspension des activités des partis politiques. Vous savez, lorsque en 1968, il y a eu le coup d'État, mais l'USRDA qui était au pouvoir a été mis à la touche. Et même lorsqu'on a adopté la Constitution du 2 juin 1974, donc qui ramenait la démocratie, puisque la démocratie, c'est la démocratie de l'UDPM, le parti unique qui était un parti constitutionnel, et il était interdit dans cette Constitution pendant 10 ans aux anciens responsables de l'USRDA de faire de la politique. Donc ce n'est pas nouveau. Mais tout ça, ça fait partie de l'histoire du pays, ça va passer. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la loi qui va être consacrée aux partis politiques? Comment elle sera élaborée? Oui, nous sommes en train de l'élaborer. Elle va être une loi qui va tenir compte, qui va fixer les conditions de création des partis, comme toutes les lois d'ailleurs qui réglementent la vie des partis, quels sont les critères à remplir, qui est habilité à faire ou à ne pas faire la politique, parce qu'il y a ces problèmes-là qui se posent aujourd'hui. Vous savez que les recommandations ont dit qu'il faut interdire que les chefs de village, de fractions et de quartiers fassent la politique. On parle de la société civile. Il y a un certain nombre de leçons que nous devons tirer pour donner désormais les conditions dans lesquelles les gens vont s'engager en politique. Mais une loi, c'est une vision. Une loi découle toujours d'une vision politique. Aujourd'hui, la vision politique est de nous débarrasser de toutes les tares du passé. Ce que nous avons connu jusqu'ici, qui a conduit à l'effondrement de notre pays en matière de gestion des partis politiques et de démocratie partisane, on va sortir de ça. Nous avons plusieurs expériences à travers le monde qui peuvent nous permettre d'avancer et de valoriser nos valeurs ancestrales et en même temps de tenir compte des évolutions, des aspirations démocratiques des populations. Est-ce que cette loi sera basée sur les recommandations des différentes assises qui ont eu lieu? Oui, on tiendra compte également de nos expériences et de l'expérience d'autres pays. Nous tiendrons compte également des vécus quotidiens des Maliens. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle des partis politiques aux Maliens, vous savez les réactions. Il faut trouver un dosage qui permette, puisque on estime quand même que le maintien des partis politiques dans un pays, ça fait partie de la vie démocratique, mais les partis politiques, ce n'est pas seulement les partis qui font la démocratie. Il y a les syndicats, il y a les associations, il y a tous les corps qui existent aujourd'hui pour faire vivre la démocratie. Il y a la société civile, par exemple, qui a une mission de veille citoyenne au terme même de la Constitution. Donc c'est tous ces acteurs-là qui doivent trouver leur terrain d'action pour le bon fonctionnement de notre démocratie. Dans la révision, il y a eu question d'éligibilité. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un tout petit peu? Quels sont les organes compétents, soit pouvant avoir compétence d'être éligibles? La charte règle, au-delà de la durée de 5 ans qui a été fixée, oui, règle également le problème de l'éligibilité des acteurs de la transition. Il était dit que le président de la transition et les membres du gouvernement de transition ne pouvaient pas se présenter aux élections de sortie de la transition. Donc ces mesures-là sont levées. Aujourd'hui, toutes les autorités de la transition auront le droit de se présenter à toutes les élections de sortie de la transition.
Merci. D'accord. Alors, on va parler maintenant de la nouvelle constitution. Le Mali qui a une nouvelle constitution depuis juillet 2023 maintenant. Quelles sont les grandes réformes apportées à la loi fondamentale? Quelles sont les innovations? Bon, les innovations, d'abord, comme vous l'avez dit, la constitution a été adoptée par référendum le 18 juin 2023 et promulguée le 22 juillet 2023. C'est une constitution qui rompt avec un ensemble de pratiques que nous avions connues dans le passé. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons cette constitution comme une des constitutions les plus avancées de l'histoire moderne du Mali. Et nous considérons que c'est une constitution souverainiste, comme l'article 34 est mise en avant chaque fois que les autorités veulent parler de la souveraineté du Mali. On met l'accent sur l'article 34 de la Constitution, c'est-à-dire le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix souverains du peuple et la défense des intérêts du peuple. Il y a également dans cette Constitution l'article 35 qui exige que ceux qui détiennent le pouvoir de par les modalités de désignation ou en tout cas de nomination ou qui se font élire et ne peuvent plus disposer de l'État comme on l'a connu précédemment. Auparavant, vous êtes le chef de l'État, vous avez une équipe qui est avec vous, vous n'avez pas de compte à rendre. Donc ça, toutes ces questions-là, les questions de gouvernance sont au cœur de cette constitution. Maintenant, les innovations que nous avons, c'est que c'est une constitution qui d'abord redéfinit les institutions de la République. Et vous allez remarquer qu'il y a certaines institutions qui ont été supprimées, d'autres ont été créées. Et parmi ces créations, il y a la création du Sénat, par exemple, qui est une nouvelle une innovation. L'Assemblée nationale était la seule instance législative. Aujourd'hui, le Parlement comprend deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous avez également l'interdiction de la transhumance politique qui était une préoccupation. Nous avons parlé de nomadisme politique tout de suite. Dans la Constitution, il y a la question de la transhumance politique qui est réglée à l'article 106, qui dit tout député ou sénateur qui démissionne de son parti est déchu de son mandat. Et que le fait d'adhérer à un autre parti, on considère que vous avez démissionné. Parce que la démission, en fait, est écrite. Mais même si vous n'écrivez pas, le simple fait d'adhérer à un autre parti, on considère que vous avez... Donc vous perdez. Tout ça, c'est pour dire qu'on est en train de renforcer la gouvernance. Il y a également les modes alternatifs des règlements des différends. Vous savez, au niveau du pouvoir judiciaire, dans toutes nos constitutions, le pouvoir judiciaire était exercé par les cours et tribunaux. Et à un moment, le ministère de la Justice a voulu donner une mission de distribution de la justice aux autorités traditionnelles. Ce n'était pas possible parce que la Constitution ne le permettait pas. Aujourd'hui, la Constitution permet qu'il y ait des modes alternatifs, des règlements d'autres catégories qui ne soient pas des magistrats et qui rendent la justice. Ça, c'est une avancée. Il y a également la distribution des rôles entre l'autorité indépendante de gestion des élections que je viens d'évoquer et la Cour constitutionnelle. Et de tout temps, la Cour constitutionnelle a été chargée de la publication des résultats définitifs des élections législatives. Mais désormais, avec cette constitution, la Cour constitutionnelle va être chargée des résultats définitifs du référendum et de l'élection présidentielle. Pour les autres élections politiques, c'est-à-dire les élections nationales, le Sénat et l'Assemblée nationale, dès que l'autorité indépendante de gestion des élections proclame les résultats,
les élus sont considérés comme définitivement élus, sauf contestation devant la Cour constitutionnelle. Monsieur le ministre, est-ce que les nouvelles réformes prévoient des mécanismes de contrôle renforcés? D'abord, je voulais préciser que tout ce que je viens de dire là est mis en œuvre par des lois organiques et des lois ordinaires que la Constitution elle-même prévoit. Oui. Donc vous avez des textes, la Constitution renvoie pour opérationnaliser tel ou tel aspect, et il y a une loi organique ou une loi ordinaire. Je voulais préciser ça. Deuxièmement, il y a eu dans les innovations les procédures de destitution. Destitution du président de la République, destitution du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Donc tout ça pour vous dire que désormais on n'utilise pas le pouvoir comme on veut. Il y a la question de la gouvernance est au cœur de l'action publique. Si vous êtes là pour le peuple, vous n'êtes pas là pour vous-même. Voilà. Okay. Maintenant, le contrôle dont vous parlez, ce contrôle a toujours existé. C'est-à-dire, dans les relations entre les institutions, il y a toujours la Cour constitutionnelle a ses rôles de régulateur du fonctionnement régulier des institutions. Hein? D'accord. L'accent est mis également sur nos langues nationales qui deviennent des langues officielles aujourd'hui. Cela est de quelle utilité pour le Mali? Oui, c'est une des innovations, effectivement. Et les langues nationales, c'était un grand débat. On estime qu'on ne peut valoriser la culture d'un État sans mettre au cœur de son action sa langue. Et ça, de tout temps, le français a été la langue d'expression officielle. Et aujourd'hui, il a été décidé que nos langues deviennent les langues officielles et que le français soit une langue de travail. Et le Mali se donne en même temps le droit de reconnaître d'autres langues comme langue de travail. Maintenant, pour opérationnaliser les langues nationales comme langue officielle, il y a une loi organique. C'est pour ça que j'ai parlé des lois organiques. Une loi organique qui, je crois, qui a même été adoptée. Mais la mise en œuvre des langues nationales comme langue officielle, c'était un processus de long terme. Il va falloir trouver des mécanismes appropriés. Et donc, la loi organique étant adoptée, maintenant, c'est le processus de mise en application qui va commencer. Parlons de réorganisation territoriale à présent. 19 nouvelles régions, plus le district de Bamako, avec des particularités. De 49 cercles, le Mali est passé à 159 et le Mali compte aujourd'hui 815 communes. Ces régions sont opérationnelles. Quel est l'objectif visé à travers cette réforme? L'objectif de cette réforme, c'était d'opérationnaliser des régions qui avaient été créées par un pouvoir précédent depuis 2012. Donc, lorsque la transition s'est installée, cette question a été une des priorités, c'était dans la feuille de route de la transition, parachever les processus de la réorganisation territoriale. Et il faut reconnaître que c'est un processus qui a été essayé plusieurs fois, mais pour la première fois, on est parvenu. Et il fallait donc opérationnaliser ces régions, c'est-à-dire les doter de cercles et d'arrondissements. Vous savez qu'on a une loi qui fixe les principes de l'organisation administrative du territoire, une loi de 2012, qui dit que si vous voulez créer une région, il faut être sûr d'avoir ces cercles. Il faut être sûr d'avoir ces arrondissements. Mais ces régions, les nouvelles régions avaient été créées comme ça. Donc c'était vraiment un problème. Et il fallait trouver les cercles, ce qui a été fait. Vous avez parlé de 159 cercles, 474 arrondissements et 815 communes. Donc l'objectif, c'était vraiment d'opérationnaliser dans le sens d'assurer le maillage des territoires
tenir compte de toutes les spécificités sociales et voir comment assurer le développement à travers cette réorganisation territoriale. Monsieur le ministre, quel sera le rôle de ces nouvelles entités dans le développement local? Vous savez qu'on est dans la politique de décentralisation. Oui. Depuis la Troisième République, on est entré dans une vaste politique de décentralisation qui a consisté à transférer la responsabilité du développement local et régional aux collectivités territoriales. Et nous, dans notre organisation institutionnelle des circonscriptions, les mêmes circonscriptions sont les collectivités territoriales. La région, circonscription, et en même temps la région, collectivité territoriale. Vous avez les communes qui ont été créées, n'est-ce pas? Donc, le développement a été confié à ces collectivités territoriales sous le contrôle de l'État. Les responsables, les représentants de l'État, les circonscriptions, assurent le contrôle de la mise en œuvre des politiques. Comment les fractions et les villages sont gérés maintenant? On se pose cette question. Bon, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que les fractions et les villages, ils sont régis par des textes particuliers. Mais ils ont toujours un ancrage dans l'organisation générale. Quand vous prenez une région, vous avez la région elle-même, vous avez les cercles, vous avez les arrondissements, vous avez les communes. Vous avez les fractions, les villages, les fractions nomades. Les villages, la fraction nomade, ce sont des entités de base. Tout commence par là. Et ce sont des entités créées par le représentant de l'État, mais qui sont incorporées au dispositif global. Vous avez aujourd'hui, on a le nombre de, si vous prenez l'ensemble des circonscriptions, vous avez le nombre des régions, des cercles et des villages. 12 743, je crois, à l'issue de la réorganisation territoriale. Donc les villages sont gérés par des autorités qui relèvent d'une législation qui est très précise. Aujourd'hui, c'est la loi sur les villages, c'est une loi de 2006 qui dit comment les villages sont créés, comment les villages sont organisés, qui est le chef, quelles sont ses attributions, quelles sont les attributions des conseillers des villages, des fractions et des quartiers. Ce qui est positif aujourd'hui dans la démarche que nous avons, c'est qu'on est en train vraiment de revenir à la coutume, aux coutumes et traditions pour fonder la légitimité de l'action des chefs des villages, des fractions et des quartiers. Avant, il y a eu même des procédures de désignations un peu détournées par des voies d'élection, ou en tout cas des désignations qui créent des conflits dans les villages. Aujourd'hui, on a tout ramené aux coutumes et traditions. Le chef de village est désigné sur la base des coutumes et traditions. Les conseils des villages qui étaient désignés selon des procédures électives qui créaient des tensions dans les villages, on a mis fin à ça. Aujourd'hui, les conseils des villages sont constitués aussi selon les consensus de la coutume au sein des villages. Les chefs de village appellent les notabilités, on s'entend pour qui représente telle famille. Voilà. D'accord. Monsieur le ministre, le Mali est vers la modernisation de l'administration maintenant. Est-ce qu'on peut savoir si la révision des listes électorales a commencé? Nous sommes à quel stade à ce niveau? Bon, la révision des listes électorales c'est une activité permanente. C'est une activité, chaque année, il y a la révision des listes électorales du 1er octobre au 31 décembre. Ce qui est en cours aujourd'hui, c'est qu'avec la réorganisation territoriale, les défis étaient de faire la révision des listes sur la base de la nouvelle organisation territoriale. Parce qu'on n'est pas encore parvenu à faire ça. Comme je l'ai dit, c'est la plus grande réforme administrative depuis 1977. Et le fait d'avoir chamboulé tous les pays comme ça, il fallait vraiment essayer de voir comment reconstruire les listes électorales. Parce que les listes électorales sont établies sur la base dans les communes et dans les ambassades et consulats à l'étranger. Bon, dans les communes, il y a eu tellement de créations, 815 communes,
Il faut voir comment faire basculer des chiffres, les populations de telle entité à telle entité. C'est ce travail qu'on est en train de faire. Et ce qui a fait d'ailleurs que la révision des listes électorales de 2024 qui a décidé d'assurer cette cohérence de l'organisation des territoires avec la liste électorale et donc avec les fichiers électoraux, on a été amené à proroger la révision pour pouvoir assurer ce travail-là. Donc c'est en cours. Ce n'est pas un travail très facile et c'est un travail également que nous faisons avec l'autorité indépendante de gestion des élections. Ça, il y a la répartition des rôles entre l'administration territoriale et l'autorité indépendante de gestion des élections sur ces questions de données électorales. Ce sont les données. Les fichiers relèvent de l'EIGE, et tandis que la liste électorale relève de l'administration territoriale. Donc le ministre de l'administration territoriale, lorsqu'il finit la révision des listes électorales, qui s'est fait par les commissions, dites commissions administratives, qui sont dans chaque commune et les ambassades et consulats, donc le ministre transmet les résultats de la révision à travers les tableaux rectificatifs, c'est-à-dire les corrections apportées. Et maintenant, l'EIGE fait un traitement informatisé en logeant par bureau de vote, par catégorie. Il y a plusieurs aspects qui interviennent. Et donc, c'est ce qui constitue les fichiers électoraux. Ce travail, nous sommes en train de le faire. Il n'est pas fini. On a la situation du fichier de 2024. La mise à jour est encore en train d'être poursuivie. Le système est modernisé? Le système est modernisé. Quand on a parlé des fichiers électoraux, en 2013, le Mali a déjà décidé d'aller au fichier électoral biométrique. Notre fichier est biométrique depuis 2013. Donc, sur la base des données du recensement administratif à vocation d'état civil. C'est pour ça d'ailleurs on avait créé les centres de traitement des données de l'état civil qui étaient chargés de la gestion de ces données-là et qui mettaient à disposition de l'autorité chargée du fichier des informations utiles. Aujourd'hui, ce centre il a été transformé en un établissement public à caractère administratif, qui est l'agence de sécurisation des actes de l'état civil. Et je pense avec le renforcement de ces moyens et également qui permet d'instituer un système de digitalisation très poussé avec tous les acteurs qui interviennent dans la gestion des actes de l'état civil. Et ce sont ces actes de l'état civil que nous avons utilisés pour faire le fichier biométrique. Bien sûr, ce n'était pas une obligation, mais ça a été notre choix. Aujourd'hui, c'est une expérience qui est enviée par beaucoup de pays qu'il faut consolider. Et également, dans la gestion des données électorales, on a permis à ce qu'il y ait une gestion électronique pour gérer les transferts d'électeurs. Parce que quand vous faites la révision des listes électorales, il y a 3 activités qui interviennent. Il y a l'inscription des électeurs, le transfert des électeurs et la radiation des personnes décédées ou des personnes qui ne doivent pas être là pour plusieurs raisons. Donc déjà, avec les questions, les problèmes sécuritaires et tout, on a, depuis 2023, nous avons mis en place une plateforme digitale qui permet aux citoyens maliens, même ceux établis à l'extérieur, de se faire transférer, c'est-à-dire le transfert d'électeurs par cette plateforme. Et dans le projet de loi électorale, on a généralisé cette question, c'est-à-dire pour toutes les opérations désormais, il sera possible vraiment d'utiliser la digitalisation. L'action gouvernementale s'évalue surtout du côté des citoyens. Voyons à présent ce que les Maliens pensent de la mise en œuvre de toutes ces réformes. C'est un vox pop qui a été réalisé par l'ANCD. Et l'ANCD, c'est l'Agence nationale de communication pour le développement. Suivons et puis nous revenons sur ce plateau.
réformes politiques, moi je crois que l'État a pris une bonne décision par rapport à la dissolution, puisque c'est ce que les gens disent. Sinon, à mon entendement, il n'y a pas été question de la dissolution, il a été question maintenant de l'abrogation de la charte des partis politiques. En un premier temps, l'État avait décidé de faire appel aux partis politiques, de discuter avec eux et voir comment on peut réduire maintenant le nombre de partis politiques. Maintenant, à la suite de cela, l'État a décidé d'organiser maintenant des concertations à travers maintenant le pays. Maintenant, les partis ont refusé de participer. Ensemble, il y a certaines couches qui ont pris part et vous voyez, généralement les couches qui ont pris part ont décidé de la dissolution pure et simple de ces partis politiques. Donc voilà les conséquences aujourd'hui. C'est pour cela qu'on dit à chaque fois la politique de la chaise vide n'est pas une bonne chose. Si ils étaient présents, moi j'aurais cru qu'on pouvait trouver une autre solution à ça, que ce n'est que la dissolution. Puisque c'est les concertations qui ont décidé de la dissolution, moi je crois que bon, on va aller vers ça et voir la suite quoi. Il n'est pas temps de penser à l'élection. Parce que s'il faut faire l'élection, ça demande des budgets colossaux. Il faut forcément de l'argent. Et nous savons réellement que nous n'avons pas cette capacité financière. L'enveloppe budgétaire ne permet pas à l'État de financer l'élection au Mali ici. Maintenant, si la population incite à ce qu'elle s'efface, il va falloir dans ce cas que l'État court derrière d'autres pays pour demander de l'aide. Et là, ces pays vont donner de l'aide, mais en réalité, c'est avec son prix. Ce n'est pas sans conséquence. Ils vont nous donner de l'aide, mais en visant effectivement leur intérêt. Et cet intérêt-là n'est pas bon pour nous. Dans cette condition, il serait mieux de rester comme ça, de faire parvenir un message fort aux autorités, alors qu'ils travaillent de façon sérieuse, qu'ils vraiment restent derrière les paroles qu'eux-mêmes ont eu à dire. Comme le président a eu à dire, que si lui échoue, c'est comme la jeunesse africaine qui a échoué. Donc il va falloir qu'ils tiennent compte de cette parole-là, qu'ils travaillent pour l'intérêt collectif des Maliens. Alors, Monsieur le ministre, vous venez de suivre ces Maliens qui aspirent à la refondation. Quelle assurance donnez-vous à ces Maliens qui attendent beaucoup de votre département? Bon, les Maliens qui attendent de notre département doivent se rassurer que notre préoccupation, c'est de donner satisfaction aux Maliens. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, depuis que nous avons été nommés, et c'était en novembre, déjà, et en rapport avec la révision des listes électorales que nous venons d'évoquer, nous avons révolutionné les dispositifs de la révision des listes électorales en modifiant la loi électorale pour inclure la possibilité d'être inscrit sur la liste électorale sans préalablement être dans la base de données de l'état civil. Je viens de vous dire que nous, notre référence est la base de données du RAVEC. Si vous n'êtes pas dans la base, vous n'avez aucune chance de figurer sur une liste électorale. Et vous savez que certains sont dans la base également, qui ont été enrôlés jeunes ou dont les données ont été communiquées par les parents. Mais si à l'âge de 15 ans et au-delà, vous n'allez pas faire ce qu'on appelle le renouvellement biométrique, allez donner vos photos et vos empreintes, vous ne pouvez pas figurer sur la liste électorale. Donc ces situations-là, avec vous savez, les habitudes des Maliens qui ne s'élèvent qu'au dernier moment. C'est-à-dire chaque fois qu'il faut suivre des procédures pour que vos droits soient respectés, on est en marge. Et c'est au dernier moment qu'on s'élève. Donc pour faire face à ça, la première action que nous avons menée, c'était de modifier la loi pour permettre aux Maliens, à tous les Maliens qui désirent être sur la liste électorale, de se présenter devant les commissions administratives qui étaient en train de... Et on les a équipés des moyens techniques pour ça, des machines, et la loi a autorisé la délivrance d'un récépissé provisoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas figurer sur la liste électorale si vous n'avez pas de NINA, un NINA provisoire. Le numéro NINA, c'est le numéro de référence pour figurer sur la liste électorale.
Et donc, ces personnes qui sont enrôlées directement par les commissions se voient attribuer un INA provisoire qui va être validé par la suite. Ensuite, les personnes qui sont dans la base, qui n'ont pas fait le renouvellement biométrique, ont eu la chance également d'aller devant les commissions pour se faire attribuer ces mêmes numéros pour figurer sur la liste électorale. Donc, la chose que nous avons faite, c'était vraiment d'ouvrir toutes les possibilités à tous les Maliens en âge de voter, de s'inscrire sur les listes électorales. On va faire maintenant, pour terminer, un gros plan sur les perspectives avec le plan d'action gouvernemental adopté par le CNT le 19 mai 2025. L'axe 2 est consacré aux réformes politiques et institutionnelles. Par rapport à l'axe 2, qui est donc consacré aux réformes politiques et institutionnelles, comment vous allez les concrétiser, Monsieur le ministre? Concrétiser, c'est un processus, comme le président l'a dit, et c'est aujourd'hui. Les orientations du président de la transition sont déclinées dans le plan d'action du gouvernement qui a été adopté par le CNT le 19 mai 2025. Et c'est là que vous parlez des axes. Et en fait, les axes, c'est toujours la poursuite des réformes qui sont engagées. Il y a que des lois, la Constitution a été adoptée, mais pour que la Constitution soit effectivement appliquée, il faut que tous les textes qui sont prévus dans tel domaine soient là. La loi est organique sur l'élection des députés et des sénateurs, par exemple. C'est dans l'axe dont vous parlez. Et il y a une loi organique qui fixe le nombre, les conditions d'éligibilité, les conditions d'inéligibilité des députés et des sénateurs. Si vous n'avez pas ça, cette loi n'est pas mise en œuvre, vous ne pouvez pas organiser l'élection des sénateurs et des députés. Et également, dans les perspectives, c'est de faire aboutir aussi la relecture de la loi électorale. Ça a été adopté par le gouvernement. Maintenant, au niveau du CNT, il faut faire aboutir l'adoption de cette loi électorale, parce que c'est cette loi électorale qui va rendre possible le déroulement des opérations électorales, des opérations référendaires, les relations entre les différents organes, l'administration territoriale, nous-mêmes, l'autorité indépendante de gestion des élections, la Cour constitutionnelle. C'est à travers la loi électorale que tous ces mécanismes sont développés. C'est à travers la loi électorale qu'on sait quelles sont les circonscriptions électorales. C'est-à-dire quand on veut élire un député, c'est à quelle échelle? Ça, c'est la circonscription électorale. De tout temps, ça a été les cercles. Et ce qui est projeté, c'est que la circonscription électorale va être la région. Et les modes de scrutin. Tout ça, il faut que la loi électorale, et c'est ce processus-là, c'est dans les axes, c'est la poursuite de ça pour parvenir à l'adoption et à la mise en œuvre de toutes ces réformes. Dans quelle mesure les réformes actuelles garantissent-elles un retour à l'ordre constitutionnel? Le retour à l'ordre constitutionnel, il faut qu'on sorte de ces narratifs. C'est de la CEDEAO, on est sorti de la CEDEAO. On nous a amené des terminologies qui n'ont rien à voir avec la réalité. Vous ne pouvez pas parler des retours à l'ordre constitutionnel à un pouvoir de transition qui a pu organiser un référendum pour faire adopter une constitution qui est en vigueur, pendant que des présidents élus, 3 présidents élus ont échoué à faire donc le simple fait d'avoir une constitution qui est en vigueur, mais on est dans l'ordre constitutionnel. Maintenant, on confond le retour de l'ordre constitutionnel aux élections. Non, ça n'a pas, on est dans l'ordre constitutionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ça soit mis en place? Les différentes lois organiques qui ont été évoquées. C'est ça les perspectives. Quand vous regardez le plan d'action, nous, notre rôle, c'est de faire aboutir l'adoption d'un certain nombre de mesures qui sont prévues par cette Constitution. Monsieur le ministre, une dernière question. Quelles sont vos projections pour les années à venir? À quelles réformes les Maliens peuvent s'attendre? Bon, les réformes, vous savez, pendant qu'on est en train de mettre en œuvre les recommandations des assises, il y a plein de choses qui viennent tous les jours. Il y a tellement
et des mesures que nous avons eu à préparer récemment qui n'étaient pas prévues. Donc, pour dire que les réformes, c'est les actions de tous les jours. Hein? C'est les actions de tous les jours. Nous, dans notre projection immédiate, c'est qu'au cours de l'année 2025, nous serons obligés, quand tous ces textes-là seront adoptés, d'aller encore dans tous les pays pour aller expliquer aux Maliens quelles sont les modalités d'application de la nouvelle constitution en matière électorale dans tel ou tel domaine, quels sont les changements, comment les gens doivent s'y prendre pour se préparer si on doit aller aux élections. Donc nous avons cette activité-là qui est inscrite dans le plan d'action, mais il faut faire aboutir encore une fois les textes que nous attendons. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci Baladji Touré pour l'accompagnement. Cet entretien se referme donc ici. Nous parlions de réforme politique et de soutien au processus électoral. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, Mamani Nassiré, nous a fait le point des grandes réformes en cours et celles en perspective dans un Mali sur la voie de la refondation. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur nos antennes et nos plateformes digitales.